Mesdames et messieurs, pour cette nouvelle entrevue du doublage, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi M. Nicolas Savard-L'Herbier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci pour l'invitation. Comme on se disait un peu plus tôt, c'est rare qu'on a une tribune pour parler de notre métier, les comédiens doubleurs. Donc, très content d'être ici aujourd'hui. Eh bien, tant mieux. Écoute, on va faire un petit peu le topo de ta carrière avant de commencer à parler directement au doublage. Toi, de ton côté, tu as eu un atelier de doublage au Conservatoire d'art dramatique en 2007. Tu t'es aussi occupé de la musique pour des projets, des satiriques. Et tu es aussi animateur d'un projet qui est apparu à Télé-Québec qui s'appelle Les gars des vues. Ouais. Est-ce que toi, de ton côté, en tant que pour ta carrière, est-ce que tu souhaitais absolument t'en aller dans le doublage automatiquement ou bien tu avais d'autres cordes, tu avais d'autres plans de ton côté, là? C'est-à-dire que ça s'est un peu dessiné tout seul parce que quand j'étais enfant, à l'âge de 10 ans, j'avais des parents qui travaillaient en publicité puis qui m'ont permis de m'initier au milieu du doublage. Et il y avait une grosse demande pour les enfants qui avaient quand même une diction pour leur âge, somme toute, assez bonne et qui avaient un minimum de background de jeu. Et c'est pour ça, et comme il y en avait peu qui faisaient ça, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup à un très, très jeune âge. Donc, je te dirais que de 10 à 14, 15, 16 ans, j'ai fait 30, 40, 50 films, des séries. Donc, j'ai été initié à ça très, très jeune. Et ensuite, dans un deuxième temps, je prenais aussi des cours de piano, puis j'étais un mélomane. Mon père écoutait de la musique à longueur de journée à la maison. Donc, la musique a toujours fait partie de ma vie et ça s'est un peu intégré dans ma carrière par le biais des satiriques où on a uni nos forces. Lui, Pierre-Luc Gosselin, mon partner dans le duo, c'était tout ce qui est visuel et moi, c'était tout ce qui était audio. Donc, par défaut, je suis devenu compositeur de trame sonore pour le duo et finalement, j'étais assez chanceux d'en faire une carrière aussi. OK. Puis, de ton côté, là, on parlait justement du concept des satiriques qui s'est fait connaître d'ailleurs grâce à Coloc TV. Ouais. Et par la suite, vous avez créé votre carrière par la suite. Le fait de pouvoir amener le concept d'un film blockbuster à la télévision québécoise, est-ce que ça a été un défi à vendre auprès des distributeurs? Ça a été un défi. En fait, c'est que moi et Pierre-Luc, on a grandi avec les Scary Movie, les Naked Gun, les parodies de films, mais qui étaient super bien réalisés. Nous, on s'est toujours dit, plus c'est bien fait et plus c'est cave, mieux c'est. C'est-à-dire qu'une grosse niaiserie, mais super bien faite, c'est encore plus drôle. Et Pierre-Luc est extrêmement doué dans ce qu'il fait, a toujours réussi à trouver des petites façons de créer du homemade Hollywood, que j'appelle du Hollywood à la maison. Mais oui, c'est un défi, mais c'est par son espèce de faculté à trouver des manières d'arriver à ses fins de façon non conventionnelle qu'on a réussi à le faire. Mais oui, c'est difficile. Puis, quand on est arrivé avec l'idée des gars des vues, la boîte KO TV a été des super bons mentors, tuteurs, sont embarqués dans notre folie, nous ont donné l'expertise pour arriver à faire ça, mais dans un cadre de télévision avec les contraintes budgétaires qu'on a au Québec. Et ça a été une super belle aventure qui a duré 2 ans avec eux. OK. Et par la suite, ben, c'est ça, là, dans le fond, comme on mentionnait tout à l'heure, tu as eu la chance d'être doubleur à ton jeune âge. Ouais. Est-ce que la formation d'arriver en 2000, ta formation que tu as eue en 2007 était rendue obligatoire à ton âge? C'est-à-dire que ce qui se passe, le problème de plusieurs jeunes enfants qui font du doublage, c'est que vient cette période qu'on appelle la puberté. Ah, OK. Dans lequel la voix a tendance à changer. Et là, c'est sûr que c'est moins pratique pour faire du doublage dans ce temps-là. Donc, je n'ai pas travaillé pendant cette période-là et j'ai compris que pour réintégrer le milieu à l'âge adulte, je devais faire mes cours. Donc, j'ai fait la formation débutant intermédiaire avancé au conservatoire qui m'a donné les outils, la technique que je n'avais pas quand j'étais enfant. Et j'avais aussi eu un an à l'école, à la interprétation de théâtre à Lionel Groux qui m'avait donné un background de jeu. Et ce que j'avais fait avec les satiriques aussi, combiné aux ateliers de technique, mais aussi de jeu, parce que, si je peux faire une parenthèse, le milieu du doublage, oui, c'est de la traduction, mais ça va bien au-delà de ça. C'est du jeu. Des fois, on nous demande carrément de ne pas tant se fier à l'anglais parce que l'anglais a une mélodie, une façon de dire les choses
qui ne peuvent pas se faire en français. On doit réinterpréter un peu le personnage tout en gardant ce que l'acteur fait comme patron, parce que ce qu'il fait, c'est génial. Nous, on se doit de lui rendre justice, mais il faut aussi y mettre un peu du sien. Donc, c'est là que le jeu rentre en ligne de compte. Donc, les ateliers, en ce sens-là, m'ont permis d'amener mon art à un autre niveau, plus professionnel que lorsque j'étais enfant, puis que j'apprenais ça un peu sur le tas. OK. Puis ça, j'imagine que cette formation-là était essentielle afin de pouvoir se prendre d'autres contrats. On ne peut pas... Je sais qu'on a déjà parlé avec... on a discuté avec d'autres invités qui mentionnaient qu'il faut absolument avoir suivi certains cours afin de pouvoir être admissible pour le doublage. Oui. J'imagine que ça a été ton cas de ton côté. Là. Ça a été mon cas, c'est-à-dire que vu que j'ai, en fait, tu sais, 101 pour devenir comédien doubleur, en fait, parce que j'ai des amis qui disent, hey, j'aimerais ça essayer ça. Puis, ce qui arrive, c'est que déjà en partant, il faut être membre de l'Union des artistes, membre actif de l'UDA. Ça, on n'y déroge pas. Ensuite, c'est toujours mieux d'avoir une formation professionnelle de doublage. Là, au conservatoire, il y en a, mais il y a aussi des endroits comme l'Académie Syllab qui offre des cours de doublage. C'est recommandé. Et ensuite de ça vient l'observation en studio, c'est-à-dire que les gens qui désirent faire du doublage, qui ont subi une formation et qui sont membres UDA peuvent venir observer des comédiens doubleurs faire leur métier pour voir un peu comment ça se passe sur le terrain. Mais oui, c'est toujours mieux d'avoir fait une formation. Puis je le recommanderais à n'importe qui parce que c'est quelque chose qui s'apprend. C'est un métier. C'est pas du jour au lendemain, on peut faire du doublage. Il y a la technique, il y a le jeu, il y a l'observation. C'est un art qu'il faut apprendre, absolument. Bien, parfait. Écoute, au niveau, on va y aller maintenant. On va commencer tranquillement au niveau de ta carrière de doublage. Mais là, encore une fois, là, je m'amuse à ne pas encore parler de tes rôles marquants, mais je veux te poser la question. Te souviens-tu de ta première gig de doublage? Oui, absolument. Ça s'appelle Les Petits Géants de Disney. C'était un film de football. Et je me rappelle parce que à l'époque, j'avais une agente, puis elle avait appelé ma mère, m'avait dit le film s'appelle Les Petits Géants. Puis moi, je m'étais imaginé des vrais géants. Puis je pensais que c'était un film un peu science-fiction de géants. Là, j'arrive là, puis ils ont toutes des casques de football. Je fais OK. Puis finalement, ça a été ma première gig. C'était Les Petits Géants de Disney. Et c'était d'ailleurs un peu ça que j'ai fait enfant. C'était beaucoup de films de sport. J'ai fait le Big Green aussi. J'ai fait les Mighty Ducks 3. On dirait que, je sais pas, c'était une période, tu sais, fin 90, début 2000, il y avait un boom de films de sport, on dirait. Puis j'en ai fait beaucoup à cet âge-là. Mais oui, c'était Les Petits Géants. J'ai d'ailleurs, mes parents avaient découpé l'annonce du film dans le journal, parce qu'avant, les posters de films étaient dans le journal. On n'allait pas sur YouTube ou Google. Il fallait ouvrir le journal pour savoir à quelle heure notre film jouait. Les personnes qui nous écoutent en ce moment et qui ne sont pas de notre génération présentement, là, ils sont comme, ben voyons donc! Et il l'avait fait laminer, puis il l'avait mis dans ma chambre. Et je l'ai encore aujourd'hui, donc c'est un beau souvenir qui marque le début de ma carrière de doublage. Ah, wow! Hey, c'est fantastique, ça. Ben écoute, on va commencer avec les acteurs, ben pas les acteurs, mais les doublages que tu as fait de ton côté. On va commencer avec un qui a été très fracassant pendant une période, Edward de Twilight. Ça vient avec une question fatidique, mon cher Nicolas. J'ai entendu dire de sources sûres de la part d'un autre satirique, on salue Pierre-Luc Gosselin, que j'ai déjà interviewé. Il m'a mentionné qu'est-ce qui paraît, il y avait des fans qui te demandaient de faire la voix d'Edward pour les courtiser. J'aimerais que tu m'en parles de ça. C'était, écoute, oui, ça a été un immense phénomène, Edward de Twilight, puis je suis tellement reconnaissant d'avoir fait 5 films avec ce comédien-là, que j'ai d'ailleurs refait après dans Tenet, puis dans un autre film que j'oublie, mon Dieu, ma mémoire me fait défaut, mais c'était une période assez folle où, dès que le mot se passait, j'avais toujours des jeune femme qui venait me voir, elle me disait « Fais-moi une réplique de Twilight à l'oreille. » Puis là, chaque fois, il fallait que je leur dise, mettons, « Tu es ma vie, Bella, je suis un vampire. » Puis c'était toujours, et ça provoquait l'hilarité. Et puis moi, j'étais un peu flabbergasté parce que je me disais, au fond, c'est la voix d'Edward. Je ne suis pas Edward. Non, c'est ça. Et puis ça s'était même rendu jusqu'à avoir un article dans le Full Fille. Et c'était ma photo de casting et en bas, c'est écrit « Il fait la voix de Edward dans Twilight ». Écoute, ça a été vraiment un beau trip parce que
on n'a pas cet exposure-là, les doubleurs. Tu sais, on a notre nom à la fin du film, et on ne le fait pas pour la célébrité, on le fait pas pour. On le fait même pas pour. Oui, on le fait pour la reconnaissance du public, c'est sûr, on aime ça se faire dire que c'est bon ce qu'on avait fait, mais d'avoir autant de spotlight pour un rôle, c'était inespéré. Fait que c'était une super belle aventure. Mais oui, c'est arrivé à quelques reprises que je dois faire des répliques. Ben on continue dans les voix que tu as faites de ton côté. Tu as fait Dave Franco pour des œuvres comme Disaster Artist, que je suis un grand fan. Now C'est You bon, See hein? Me. C'est cœur, ce film-là. Il est tellement bon. Je suis tellement un fan de l'œuvre d'origine de Tommy Wiseau, de Ben, moi Room. aussi, écoute, je le regarde, je pense, une fois par année. Puis c'est de voir à quel point ils ont réussi à, tu sais, quasiment frame by frame, là. Tu sais, c'est un hommage, parodie, documentaire. J'ai tellement trippé sur ce film-là. Je pense que c'est un de mes films préférés. Pour de vrai. Justement, on improvise un peu cette question-là, mais le fait de pouvoir être connecté à une œuvre qui nous a, qui t'a flabbergasté étant jeune ou qui attire justement ton petit côté geek, comment c'est? Je suis un geek fini, puis tu sais, tout ce qui est film d'horreur, tu sais, j'avais fait des droïdes dans Clone Wars, la série animée de Star Wars, puis j'étais fou, tu sais, ils m'ont fait auditionner pour Han Solo dans Star Wars Solo Story. J'ai pas eu le rôle, j'étais juste content d'être là, j'étais juste content d'essayer de faire Han Solo, tu sais. Quand on m'a offert Michelangelo dans le reboot des Ninja Turtles, et que je pense que j'ai sauté dans les airs 6 pieds de haut, c'est des rôles comme ça, ça rajoute un plus-value, on dirait que quand tu es geek et que tu as la référence, puis qu'on t'offre de faire un rôle que tu connais comme le fond de ta poche et sur lequel tu tripes, c'est un cadeau. On les ferait quasiment gratis, ces rôles-là, parce qu'on est juste, aïe, je sors de ça, j'ai fait Michelangelo toute la journée, j'ai dit Kowabunga, j'ai mangé de la pizza, j'ai comme, my God, quelle belle journée. C'est effrayant. Oh boy. Je pense que je n'ai pas répondu à ta question. Ouais, non, mais non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais non, mais juste le fait, juste ta réaction de savoir que tu es flabbergasté par rapport à cette expérience-là, je pense que ça répond en soi directement. C'est ça. Il y a de ces rôles-là qu'on fait wow, tu sais, je suis en train de faire ça. Tu sais, participer à un film qui est en nomination aux Oscars, participer à un film controversé. Tu sais, j'ai fait, un des derniers films que j'ai fait, c'était Promising Young Women, qui est un film indie, mais qui fait une tollée ces temps-ci sur BuzzFeed, sur Facebook. Les gens en parlent, les gens trippent ce film-là. C'est un film super important qui rentre un peu dans la vague de dénonciation MeToo, qui l'exprime d'une autre façon. Puis je trouvais que c'est un film important que tout le monde devrait voir d'ailleurs. Puis de te dire, hey, j'ai fait partie de ça d'une quelconque façon. Tu sais, c'est des rôles que tu prends. On prend tous nos rôles au sérieux, tu sais, tout le temps. Chaque fois que je rentre en studio, je le fais comme si c'était le plus grand rôle de ma vie. Mais il y a de ces rôles-là qui ont une petite affaire de magie de plus, tu sais, qui réveille quelque chose en toi là, de vraiment spécial. Puis aussi, de ton côté, ce que je trouve extraordinaire de ta filmographie, c'est que tu arrives à amener ta voix dans plusieurs variétés. On parlait d'Edward tout à l'heure, mais tu sais, c'est pas la seule affaire. Tu as eu Michael Cera qui a fait Scott Pilgrim vs. The World, un de mes classiques à moi. Tu as fait des films comme Robocop de Need for Speed. Ouais. Le fait qu'un doubleur doit essayer de sortir du moule afin d'offrir un autre type de performance, est-ce que ça peut amener certains challenges parfois? Oui, en fait, moi, je suis spécialisé, si on veut, dans les dessins animés parce que j'ai quand même un bon registre de voix. La difficulté, c'est que, mettons que pendant une semaine, je vais faire bien du cartoon, puis que la semaine d'après, je dois faire un personnage qui est plus normal ou qui est plus dosé. Je vais souvent avoir tendance à en mettre trop. Parce qu'on dirait que là, je suis programmé de faire du cartoon. Fait qu'il faut que tout soit fort, il faut que tout soit écœurant. Mais là, quand c'est rendu qu'il faut que ça soit un peu plus sérieux. Là, maintenant, puis souvent en studio, on me dit « mais en moins, tu vas voir, mais en moins ». Parce que c'est vrai, on a toujours l'impression que quand on joue, il faut en faire beaucoup. Mais non, il faut regarder ce qui se passe à l'écran. Des fois, les yeux veulent tout dire. Alors, souvent, on réalise que moins on en fait, mieux c'est, puis plus ça colle. Tu sais, je pense que Alain Zouvi, dans une de tes entrevues passées, l'avait dit, il faut que ça colle, c'est le bon mot. Il faut qu'on ait l'impression que c'est lui qui parle. Donc, dès qu'on en fait juste un petit peu trop, ça s'entend, puis on décroche. Fait que le challenge qui est un peu là, c'est de passer du cartoon au documentaire où on est plus narrateur ou au rôle dramatique. Puis des fois, on fait les trois dans la même journée. Fait que c'est de trouver son preset de jeu qui est convenable pour le type de projet qu'on fait. OK. C'est bon.
Écoute, un autre rôle que tu as fait de ton côté, et ça, celui-là, je me le gardais pour la fin, vraiment. Tu as fait Bucky Barnes, des Ouais. franchises Captain America, Avengers, etc. Ouais. On sait que les films de Marvel sont très axés sur le faut pas dévoiler de spoiler avant la sortie du film. Ouais. À quel point est-ce qu'un doubleur peut être touché par ça? Euh, ben, c'est-à-dire que moi, en fait, déjà, quand on fait un Disney ou qu'on fait un Marvel ou qu'on fait un très gros film blockbuster, on signe un contrat de confidentialité. Ça, OK. on, et puis, on n'a pas, puis il ne faut surtout pas en parler sur Facebook, même si le film est en train de se faire. Tant que le film n'est pas sorti au cinéma, on n'a pas le droit d'en parler. On ne peut OK. pas faire de promotion pour le film non plus parce qu'ils veulent garder ça vraiment. Ils veulent que quand les spectateurs vont voir le film, ça soit complètement frais. Et moi, par rapport à ça, je te dirais que j'ai un petit plaisir à, tu sais, quand j'ai fait Captain America Civil War, puis j'en ai parlé, tu sais, à ma petite gang, tu sais, je ne suis pas allé le dire à qui voulait l'entendre, puis c'était mon plaisir de rien leur dire. J'ai dit, vous allez voir, tu sais, puis je ne veux pas ruiner votre plaisir, puis je ne veux pas bouder votre plaisir, attendez de voir, vous allez voir, c'était écœurant. Tu sais, puis moi, je suis ce genre de public-là qui ne veut rien. Moi, des fois, ça arrive que je ne regarde même pas le trailer. J'arrive là, complètement, là, go. Tu sais, je ne veux pas qu'on me dise rien parce que je veux découvrir les choses moi-même. Donc, ce n'est pas un challenge, ce n'est pas compliqué, ça fait partie de la vie, puis j'aime mieux ça de même. Tu sais, c'est mieux comme ça que de spoiler le plaisir des autres. Tu sais, ça t'est-tu déjà arrivé, des fois, tu te dis, j'aimerais donc ça, effacer ma mémoire pour revoir ce film-là pour la première fois. Oh Moi, ça boy, m'arrive. Des fois, constamment, tu n'as pas constamment. vu ce film-là, tu es bien chanceux, tu vas voir, tu vas capoter. Moi, à cette heure que je sais ce qui va arriver, je le regarde encore. Tu sais, il y a des films que j'ai regardés 50 fois dans ma vie, mais de me dire, hey, j'aurais la chance de voir ce film-là pour la première fois, là, crime, oui, go. J'ai 3 vœux, un génie sort, un de mes vœux, là, c'est que je veux oublier que j'ai vu un film, le regarder pour la première fois. Ça serait quel film que tu aimerais revoir que tu aimerais effacer pour revoir pour la première fois? Ça, c'est comme me demander mon film préféré. Je suis un cinéphile, c'est bien tough, mais je pense que j'aimerais ça voir Halloween pour la première fois. Oh my God, oui. C'est un de mes classiques de tous les temps. Je suis un die-hard fan de Michael Myers. J'ai tout ce qui existe. J'ai le masque, j'ai les livres, j'ai les films. J'aimerais ça voir, ou bien Inception, tu sais, ce genre de film-là, ou Kill Bill. Tu sais, mais ce genre de film-là qui a un bon potentiel de ce qu'on appelle en anglais le rewatch, mais de le voir, ou bien juste revoir Lost, tous les épisodes de Lost pour la première fois, ça serait capoté. Ah, wow. Écoute, là, en ce moment, là présentement, l'entrevue se déroule présentement en février 2021. Ouais. Je ne sais pas quand cette entrevue-là va sortir, mais sans doute que l'entrevue va sortir au moment où que Winter Soldier et Falcon vont sortir. Je ne veux pas de spoiler. Je ne veux absolument rien savoir de ça. On respecte ça. Est-ce que toi, est-ce que ça veut dire que tu doubles cette série-là? Peut-être. Okay. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est beau. Il va falloir attendre que ça sorte sur Disney+. Sérieusement, j'aime bien le fait que tu t'amènes ta pratique de ce que tu disais tout à l'heure. Écoute, hein? C'est bien correct, on respecte ça. Seconde nature. Ben, Nicolas, merci beaucoup pour ton temps que tu as passé avec nous. On dit que c'est fini, ça passe bien vite. Ça passe extrêmement vite, 20 minutes. C'est pour l'après-midi. Moi, là, j'allais faire un sandwich, revenir. Oui, qu'est-ce que tu veux? Un moment donné, on s'arrangera une partie 2, tout simplement. Nicolas, pour l'année 2021, quel projet t'attendent précisément? C'est-à-dire que là, on continue, là, je ne sais pas quand est-ce que ça joue, mais présentement, on fait Les Aventures du pharmacien, saison 5. D'ailleurs, rapidement, un projet qui me donne beaucoup de plaisir parce que je fais toutes les voix de tous les personnages. Ça, c'est un bon défi parce qu'il faut que je me parle à moi-même. Fait que, ça a l'air peut-être un peu failé comme ça, mais il faut que je fasse des gars, des filles, des vieux, puis que je fasse des montages après un peu comme François Pérusse. Donc, c'est ça ça fait 5 saisons qu'on fait maintenant. Je joue d'ailleurs sur IC Explora. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, le doublage, c'est ça. On ne sait jamais ce qui va arriver. Des fois, on regarde sur IMDb pour voir si nos acteurs vont travailler. Les films qui s'en viennent, des comédiens qu'on fait normalement. Mais sinon, c'est le métier de pigiste, c'est que seul l'avenir nous dira ce que 2021 me réserve. Ben là, on sait que Robert Pattinson s'en vient avec The Batman. Si un moment donné, ça sort. Donc... J'aimerais bien ça. Ça, là, disons que ça serait le pinacle du rêve du petit gars de jouer Batman. Je pense qu'après ça, regarde... C'est ça. C'est un coup que tu as fait Batman, c'est tough d'aller plus loin que ça.
Eh bien, on va te le souhaiter. Écoute, je te Merci. laisse le mot de la fin. Dis-moi-le à la voix que tu veux. Ah, non, attends, non, pas n'importe quelle voix. Scott OK. Pilgrim. On Scott peut-tu avoir Pilgrim. un mode. Ouais, tu te rappelles de ta voix de Scott Pilgrim? Un mot de la fin en Scott Pilgrim? Ben, en fait, Michael Cera, c'est toujours un peu la même chose. Il est un peu gêné et il ne sait pas toujours comment parler, mais il est très drôle quand même. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est encourager le cinéma québécois, aller voir des doublages doublés au Québec et lâchez pas la patate, les amis. Hein. C'est un hybride de français québécois en même temps. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est une Correct. fusion. Bon, oui. C'est bon. Hey, merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Luc.